Voici mes conflits d'intérêts. Les objectifs pédagogiques de notre présentation seront d'une part de définir le portage inactif du virus B qui, depuis un an, a un nouveau nom. Ça s'appelle l'infection chronique VHB, antigène HBe négatif. Ensuite, nous parlerons de la place du titrage d'antigène HBs dans la caractérisation et le suivi du portage inactif. Puis nous parlerons d'histoire naturelle du porteur inactif, des modalités de surveillance et enfin des indications du traitement préemptif. Alors tout d'abord, en rappel épidémiologique, vous savez que les dernières données présentées par l'OMS en 2017 estiment que la prévalence de l'hépatite C est actuellement de 257 millions de personnes porteurs dans le monde du virus de l'hépatite B, dont 68% en fait en Afrique subsaharienne et sur la côte ouest du Pacifique. Globalement, ce qu'il faut noter, c'est que ces chiffres sont en nette diminution par rapport à ceux qu'on avait auparavant. Et ceci est bien reflété par l'incidence, et notamment l'incidence de l'infection chronique VHB chez les enfants de moins de 5 ans a été réduite de 4,7% à 1,3% du fait de la vaccination. Donc là encore, c'est simplement pour rappeler que la vaccination, et notamment la vaccination dès la plus jeune petite enfance, est un élément important de prévention de l'hépatite B. En ce qui concerne la France, les données épidémiologiques dont on dispose remontent à 2003-2004 et la prévalence en France de l'hépatite B était de 0,68%, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'en France, plus de 300 000 personnes étaient porteurs de l'antigène HBs. En fait, actuellement, on ne dispose pas de données actualisées sur l'épidémiologie du virus B, qui a sans doute été aussi modifiée dans notre pays par les flux migratoires, avec notamment des populations avec des prévalences d'hépatite B beaucoup plus importantes que celles que nous connaissions auparavant. En ce qui concerne la définition du portage inactif du virus B, il est important de avoir en mémoire l'histoire naturelle de l'infection chronique par le virus B, qui est une bataille entre, d'une part, le virus et, d'autre part, le système immunitaire. Et vous savez que, traditionnellement, il était classique de définir cette bataille en 4 phases successives. La première phase était la phase de tolérance immune, dans laquelle le système immunitaire tolère complètement le virus B. Et dans ce cas-là, évidemment, l'ADN du virus B est très élevé, de l'ordre du milliard, avec des transaminases qui sont strictement normales. Et au niveau hépatique, il n'y a pas de lésions hépatiques, car les lésions sont induites par la réponse immune. Ensuite, le système immunitaire se réveille avec des durées de période qui sont variables et on obtient la période de clairance immune dans laquelle, en fait, l'ADN du virus B va diminuer, voire disparaître complètement. À ce moment-là, les transaminases vont être fluctuants. C'est là où vont se constituer les lésions en fait hépatiques, d'hépatite chronique modérée à sévère, voire même de cirrhose. Et à cette phase, en fait, l'antigène HBe va disparaître et soit le patient va évoluer vers la guérison complète avec la séroconversion HBs, soit le patient va passer dans une phase inactive avec une réplication virale faible, un antigène HBe négatif, des transaminases normales et des lésions hépatiques qui sont en général modérées, sauf que certains patients vont avoir constitué préalablement des lésions plus sévères. Et puis, cette phase peut être suivie d'une phase de réactivation dès que le système immunitaire est en défaillance ou qu'il y a un traitement immunosuppresseur. On peut avoir des rebonds de la réplication virale qui vont engendrer de nouvelles lésions hépatiques. Alors cette histoire naturelle reste toujours vraie en 2017 avec une petite phase supplémentaire qui a été rajoutée par l'EASL qui est l'infection occulte. Il s'agit des patients qui sont antigènes HBs négatifs, qui ont un antigène HBe négatif, qui ont un ADN du virus B qui est a priori non détectable et qui continuent en fait à avoir éventuellement du virus B intégré dans les hépatocytes et qui donc peut se mettre à être réactivé à l'occasion en fait d'une immunosuppression sévère. C'est ce qu'on appelle les infections occultes. Alors, la définition actuelle du portage inactif du virus B, la nouvelle définition, c'est que l'EASL a considéré qu'il fallait distinguer au cours de l'histoire naturelle de l'hépatite B ce qui était des phases dans lesquelles les patients avaient besoin d'un traitement, c'est-à-dire les hépatites chroniques à la fois antigène HBe positif et antigène HBe négatif, des phases dans lesquelles le patient était porteur du virus B, d'infection chronique VHB, et dans lesquelles le traitement n'était pas nécessaire. C'est le cas de la phase de la tolérance immunitaire et c'est le cas de la phase du porteur inactif, avec les définitions qui, vous voyez, n'ont pas changé. Alors, il faut toujours garder en mémoire que le statut du virus B est un statut qui est dynamique et que d'une phase à l'autre, les patients peuvent évoluer au cours du temps et que l'estimation que vous faites à un jour donné doit toujours nécessiter une surveillance car ce statut peut changer. Quel est le bilan initial à réaliser chez un patient porteur du virus B? Devant tout patient porteur de l'antigène HBs, il est important de faire une échographie abdominale car un CHC peut être présent à n'importe quel stade de la maladie.
D'autre part, il est important de préciser les marqueurs du virus B, faire un titrage de l'antigène HBS, et on va voir le rôle que ça représente, déterminer le statut HBE et déterminer bien évidemment l'ADN du virus B. Il est aussi important de préciser l'état du foie et donc de réaliser un bilan hépatique qui comprend les éléments qui sont indiqués sur la diapositive, d'évaluer la fibrose hépatique par les moyens non invasifs que sont les marqueurs non invasifs sériques ou l'élastrographie. Et il est vrai que la biopsie du foie devient de plus en plus optionnelle dans le diagnostic de l'hépatite B et dans l'évaluation du patient porteur du virus B. Il est important de dépister les autres virus et vous savez que tout patient antigène HBS positif doit avoir une évaluation de son statut delta, notamment pour savoir si les patients ont une co-infection ou une surinfection. Il est important aussi de préciser le statut VHC et aussi le statut de l'hépatite A et s'il est négatif, proposer une vaccination à ces patients. Il est de même important d'apprécier le VIH car en termes thérapeutiques, ceci a une incidence. Les comorbidités sont aussi importantes à évaluer, que ce soit l'alcool, le syndrome métabolique, la NASH, l'auto-immunité ou les autres hépatopathies. Enfin, dernier point, il est très important, face à tout patient antigène HBS positif, de réaliser une enquête auprès de l'entourage familial et sexuel, de faire un dépistage et de proposer une vaccination si ce dépistage est négatif. Alors, le diagnostic du portage inactif de l'hépatite B repose sur la présence d'un antigène HBS positif, d'un antigène HBE négatif, de transaminases normales, d'un taux d'ADN du virus B qui est normalement inférieur à 2000 unités nationales par millilitre, mais les patients qui sont en dessous de 20 000 peuvent aussi être considérés comme rentrant dans le diagnostic de portage inactif du virus B. Et le point important, c'est qu'il n'y a pas de lésion histologique. Donc pas de lésions histologiques, soit nécrotico-inflammatoires ou de fibrose, qui vont être appréciées par des tests non invasifs aujourd'hui, c'est-à-dire le fibroscan, qui est en général compris entre 5 et 6 kPa. Les tests APRI, le fibrotest, peuvent être utilisés et il n'y a pas d'indication à réaliser de biopsie hépatique dans cette situation. Et on va voir que le titre d'antigène HBS inférieur à 1000 UI par ml va être un aide dans le diagnostic du portage inactif du virus B. Mais la définition stricto sensu repose sur antigène HBS positif, antigène HBE négatif, transanormal, ADN faible et pas de lésion histologique hépatique. Bien évidemment, les mesures des transaminases et de l'ADN sont rarement évaluables sur une seule mesure et il est recommandé de faire une mesure trimestrielle pendant la première année du diagnostic. Quelle est la place du titrage d'antigène HBS dans la caractérisation et le suivi du portage inactif? Eh bien, pour le diagnostic du portage inactif, les études qui ont été réalisées en Europe montrent globalement que si on a un titre d'antigène HBS inférieur à 1000 UI par ml, la performance diagnostique pour affirmer le diagnostic du portage inactif est 94%, avec une valeur prédictive positive de 87%. Alors évidemment, si on a un titre d'antigène HBS qui est encore plus bas, on améliore la spécificité et on améliore encore la valeur prédictive positive. Mais globalement, on peut considérer que si on a un antigène HBS qui est inférieur à 1000 UI et un fibroscan inférieur à 6,2 kPa, là on est très bon et sur ces éléments-là, on a une performance diagnostique de 97% avec une valeur prédictive positive de 100%. Lorsqu'on fait un suivi, alors quelle est la place du titrage d'antigène HBS dans le suivi du porteur inactif? En fait, le seul intérêt, c'est que la diminution annuelle supérieure à 0,3 log d'UI par ml est associée à une plus fréquente clairance de l'antigène HBS avec une valeur prédictive positive de 89%. Enfin, actuellement, il y a d'autres outils qui sont utilisés, comme le titrage de l'antigène du corps, de l'antigène HBC du corps, qui, en effet, avec un titre inférieur à 3,7 log d'unité nationale par millilitre, est associé au diagnostic de portage inactif du virus B. Si on regarde l'histoire naturelle du porteur inactif du virus B, vous voyez sur cette diapositive totalement illisible l'ensemble des études qui ont été rapportées à travers le monde, avec un suivi qui est variable, mais parfois très prolongé jusqu'à 30 ans. La perte de l'antigène HBS survient globalement entre 1 et 2% par an. Les réactivations du virus B est très variable d'une étude à l'autre du fait de la définition de la réactivation. Et en ce qui concerne le risque du CHC, il semble être très faible. Si je résume l'ensemble de ces études, peu de progression de la fibrose en l'absence de comorbidité hépatique. Le risque de développer une cirrhose est inférieur à 0,1 par 100 personnes l'année. Il y a peu de risque de CHC avec une incidence du CHC à 0,05 par 100 personnes l'année. La mortalité est faible avec une incidence de 0,03 par 100 personnes l'année. Et la réactivation du virus B est rare, compris entre 0 et 10%. Et le problème, c'est un problème de définition et surtout d'évaluation des autres cofacteurs qui peuvent être responsables de cette réactivation.
Et en ce qui concerne la perte spontanée d'antigène HBS, elle est quelque part comprise entre 1 et 2% par an. Et elle est évidemment associée au titre de l'antigène HBS. Si vous avez un titre d'antigène HBS qui est inférieur à 100 UI par ml, vous avez 20 fois plus de chances d'avoir une perte spontanée de votre antigène HBS que si vous avez un titre d'antigène HBS supérieur à 1000 UI par ml, d'où l'intérêt de ce titrage. Les modalités de surveillance, elles sont assez simples. Dans la première année de diagnostic du portage inactif, il faut faire une surveillance des transaminases et de l'ADN du virus B tous les trimestres. La surveillance ultérieure dépend en fait de votre niveau d'ADN du virus B. Si votre ADN du virus B est inférieur à 2000, vous devez faire les transaminases tous les 6 à 12 mois et une évaluation de la fibrose et de l'ADN du virus B tous les 2 ans si le titre de l'antigène HBS est supérieur à 1000 et tous les 3 ans si le titre de l'antigène HBS est inférieur à 1000. En cas d'ADN du virus B supérieur à 2000 UI par ml, les transaminases doivent être évaluées tous les 6 mois et l'ADN et l'évaluation de la fibrose reposent sur une surveillance annuelle pendant 3 ans. Et s'il n'y a pas d'indication au traitement, vous revenez au mode de surveillance des patients qui ont un ADN du virus B inférieur à 2000 UI par ml. En ce qui concerne le traitement des porteurs inactifs, il n'y a pas d'indication à proposer un traitement antiviral chez ces patients. On dispose actuellement d'une étude contrôlée qui a été réalisée chez 91 patients qui ont été traités par PEG, interféron plus adéfovir ou tenofovir pendant 48 semaines versus un groupe contrôle, 5 négativations d'antigène HBS, 2 surconversions HBS, aucune différence significative et donc aucune indication à proposer un traitement antiviral aujourd'hui. Il y a quand même quelques indications particulières à traiter des porteurs inactifs, qui sont ceux qui ont des antécédents familiaux de CHC ou de cirrhose, des manifestations extrahépatiques, les professionnels de santé qui pratiquent des actes à risque, et les recommandations ISOL sont assez drastiques, c'est-à-dire que tout professionnel de santé qui a un ADN du virus B supérieur à 200 UI doit être traité. Les recommandations françaises sont beaucoup plus larges. Le titre d'antigène d'ADN du virus B pour lequel il est recommandé de traiter les professionnels de santé qui ont un portage inactif est supérieur à 10 000 UI par ml. Par ailleurs, il est important de traiter tous les patients porteurs inactifs co-infectés VIH, VHB, et évidemment tous les patients porteurs inactifs transplantés d'organes. Et pour les patients co-infectés VHB et VHC, vous savez qu'on peut avoir des réactivations du virus B lors du traitement du VHC. Il est donc important de faire une surveillance mensuelle de l'ADN du virus B pendant le traitement VHC et pendant les 3 mois qui suivent ce traitement. Et dans certains pays, et l'EASL recommande dans cette situation de patients qui sont antigènes HBS positifs de réaliser un traitement préemptif. Enfin, les indications du traitement préemptif, tous les patients recevant une chimiothérapie ou un traitement immunosuppresseur, y compris les corticothérapies de plus d'1 mois, les immunothérapies par des anticorps ciblés doivent être traitées par entecavir ou tenofovir. Le traitement préemptif doit débuter avant ou en même temps que le traitement immunosuppresseur. Il doit être poursuivi 12 mois, voire 18 mois, notamment en cas de traitement par rituximab, après l'arrêt du traitement immunosuppresseur. Et la surveillance de l'ADN du virus B et de la fonction hépatique doit être réalisée tous les mois pendant le traitement et 12 mois après l'arrêt du traitement préemptif, car certains cas de réactivation ont été observés dans cette fenêtre. Les points forts de ma présentation sont donc les suivants. Le diagnostic d'infection chronique VHB antigène HBe négatif, c'est-à-dire la définition du portage inactif, ne peut être posé sur une seule évaluation, mais après au moins un an de surveillance biologique dans la plupart des cas, même si le titrage antigène HBS et le fibroscan peuvent nous aider à très rapidement faire un diagnostic précoce. La forme la plus typique de ces infections chroniques VHB antigène HBe négatif associe des taux de transaminase normaux, un ADN du virus B inférieur à 2000, l'absence de fibrose évaluée par fibroscan et un titre de l'antigène HBs inférieur à 1000 UI par ml. La progression de la fibrose et la survenue des carcinomes hépatocellulaires sont exceptionnelles en l'absence de facteurs de comorbidité hépatique. Une surveillance annuelle des patients est recommandée pour rechercher une éventuelle réactivation ou vérifier la perte de l'antigène HBs. Et le traitement antiviral n'est pas indiqué, sauf en cas de situation d'immunodépression ou de l'instauration d'un traitement immunosuppresseur. Et c'est le cadre du traitement préemptif. Je vous remercie de votre attention.